On avait 155 cours. Ça tire à trajectoire. Ça tire pas en direct. On n'a rien pu faire, rien. On pouvait tirer avec au fusil. Encore, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des fusils. Moi, j'en avais. On avait le matériel, c'est tout. Oui. Alors, pardon, il y avait déjà les civils sur la route quand... Alors il y avait les Allemands et vous, les militaires français, et les civils qui étaient au milieu. ouais, et les Allemands étaient au milieu des civils. Ils ont bien profité de l'occasion. Ah oui. Tout Paris c'était le camp. Et on met en batterie. Et puis moi j'étais à l'observatoire avec le commandant, le capitaine, tout. Et puis, alors la batterie était prête à tirer. Et le commandant, pas un cri de folie, il dit, c'est même juré, on est là pour faire la guerre, on n'est pas fait là pour tuer les Français. Il dit, si je tue pour tuer un Allemand, je vais tuer 100 Français. Il n'a pas tiré. Il n'y avait pas 10 minutes que nous avions commencé que des rafales de mitrailleuses stoppèrent net notre pas. Les Allemands nous attaquaient de flanc. Le capitaine et les officiers organisèrent la défense et la bataille dura l'après-midi, car nous étions bien armés. Fusils mitrailleurs, mitrailleuses et canons de 47. Malgré tout, nous étions les moins forts, et le capitaine Davout leva le drapeau blanc à 18h30. Nous étions prisonniers. Ils étaient dans un village qui avait plus personne que des boches qui se promenaient là. Alors, eux, ils étaient rentrés dans une maison, et ils avaient laissé tout fermé. Personne parlait fort, enfin, personne faisait du bruit. Ils étaient bien tranquilles dans cette maison. Et c'était un petit groupe, Papa. Puis ils avaient faim. Alors, ils descendent à la cave, comme ça. Ils voient un saloir rempli de morceaux de cochon. Ah bah, dis donc. Alors, ils se disent, oh ben, on va faire cuire. Ils font cuire le cochon. Mais les Allemands, ils ont vu la fumée. Ils ont été vendus par la cheminée. Eh oui, ils arrivent leur bord, paf, enfoncent la porte et tout. Mais ils avaient déjà mis les armes, leurs fusils dans un coin. Ils ont levé les mains. Hein. Il n'y avait rien à faire. Hein. Alors dites. Et on est parti pour aller en contact avec les Allemands. Et au fur et à mesure qu'on montait, on trouvait les troupes qui s'en allaient. C'était terrible. Les gens nous disaient, vous allez les arrêter. Ben, on passe bien. Puis on est arrivé, mais quand on a vu, les Allemands avaient des chars, ils avaient tout. Nous, on avait encore les mulets. Nous. Vous vous rendez compte d'une armée? Alors il a fallu reculer tant qu'on pouvait, jusqu'à ce qu'on arrive au chemin des Dames. Alors là, on a fait une pause. On s'est trouvé dans les mêmes tranchées qu'en 14, vous vous rendez compte? Au moment où on allait partir, on va prendre la direction, on a été illuminé par des spots tout autour. C'est les Allemands qui nous encerclaient. Alors c'était bien simple. Où vous vous rendez, vous êtes tous cuits. Comme ils nous entouraient. Oui. Alors tout le monde gradait comme les autres. On s'est rendu. On a été ramassés là. Et on a déménagé, on est parti. Et on a été atterrir donc là, à Sagan, en Silésie. Et il est situé où en Allemagne, ce stalag? En Silésie, c'est Sagan. D'accord. Anciennement, c'est la Pologne maintenant. Oui. Bon, alors de là, je suis resté là-bas un moment, et puis ils ont délégué dans un commando à Prozendorf, avant Breslau. Les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre pour les campagnes. Alors un beau jour, je me suis dit, moi qui travaillais dans une usine de liqueurs, seulement ils avaient besoin de main-d'œuvre, j'ai été mis avec les paysans. Bon, et pendant qu'on en attend, les gardiens s'amènent à me parler aux Allemands qui étaient là, et disent, ben voilà, c'est les prisonniers que vous allez avoir pour travailler. Et pendant qu'on causait, on voyait un homme plus loin dans la cour qui nous faisait des grands signes. On se demandait qui c'était, puis après il s'est approché. C'était un déporté polonais qui travaillait là-dedans.
il était en train de charger du fumier. Il est venu nous voir pour nous dire bonjour. Il était pieds nus. Alors je regardais avec le copain, j'ai dit, mais dis donc, il était pieds nus, il avait le jus du fumier qui lui sortait des doigts de pied. Alors on s'est dit, dans quel endroit on est tombé, qu'est-ce que ça va être? Enfin. C'est vilain un pou, hein. Les poux de corps, ils sont dégueulasses. Ça en est plein dans les revers, dans les machins comme ça. Alors on grattait toute la... Et vous n'aviez pas pour vous changer? On partait à l'étoile polaire, et on arrivait le soir, le machin, il est nu. Mais on avait surtout honte vis-à-vis des civils qui disent par-dessus le marché, c'est cochon de français. Vous voyez, on avait honte. Alors on cachait ça. Mais on en souffrait dans la journée parce que vous voyez, ça mange ça. Ça va bien que pour les cheveux. On était coupé à zéro, alors là, il n'y avait pas de problème. Hein. Quand il a été fait prisonnier, bon, on était long à avoir des nouvelles. Hein. Ouais. Oh là là. Alors je sais que monsieur, c'était Chevron qui était facteur. Un dimanche matin, à 7 heures, il était au portail. Et puis il m'a fait voir que j'avais une lettre. Oh là, qu'est-ce qu'on était content. Mais on voit la lettre, il était prisonnier. Alors voilà, je me suis mise à pleurer. Puis le facteur me disait, mais il est prisonnier, mais il va bientôt rentrer. Il ne faut pas pleurer, il est vivant. Nous avions pensé un peu que la captivité ne serait pas trop longue, compte tenu des affirmations du gouvernement de Vichy. Mais cette illusion disparut lorsqu'on nous transféra au camp de Hoyerswerda en Saxe. À peine arrivés au camp, une fois immatriculés, la plupart des prisonniers vont être embarqués vers un lieu de travail. C'est la dispersion dans les commandos. Les départs se font en groupes plus ou moins nombreux. Au matin, on rassemble un certain nombre de PG, le plus souvent en ce début de captivité, sans critères de sélection. On demande surtout des agriculteurs, mais tous les PG se disent volontiers cultivateurs dans leur désir de sortir du camp et d'échapper aux affres de la faim qui règne toujours en maîtresse. On se ravitaillait, oui, un peu le marché noir, comme on dit. Hein, voilà, donc ma maman allait en vélo dans la campagne, mais elle revenait quoi avec des légumes, pas grand-chose. On avait la chance d'avoir une tante qui avait plusieurs enfants, mais qui nous s'occupait de nous, donc quelquefois on allait manger. Et je me rappelle, la soupe qui était améliorée, c'était le vendredi, il y avait une tranche de lard dedans. Il fallait aller nettoyer chez les cochons. Moi, le cochon, je ne le connaissais pas, je ne savais pas. Et quand je rentrais dans ces machins, parce que c'est très petit, ils ne leur laissent pas beaucoup d'espace. Parce que ce qui compte chez eux, c'est qu'ils aient du lard. Ah, le lard chez eux, ils s'en font des tartines, moi j'ai jamais pu de manger. Là. Alors ils venaient me mordiller les chevilles. Et moi je leur donnais des coups de manche de fourche sur le dos. Pour les faire partir. Mais une chose que je ne savais pas, c'est que tout ça, ça laisse des traces. Quand le charcutier est venu pour tuer le cochon, parce qu'il tuait au moins 2 cochons par an, parce qu'il mangeait que 2 cochons, eh bien, ils m'ont appelé tout farfloute. Alors, vous savez, tous les coups que j'avais donnés dessus, ça laisse des traces noires. Et le lard était... c'était pas bon à manger, quoi. C'était toute la perte. Alors, on m'avait foutu dans le... Mais j'avais compris. Les Allemands faisaient la soupe. Et comme ils étaient bousculés, ils épluchaient pas les patates. Et moi qui n'étais pas gros mangeur, malgré que je mangeais ma soupe, je crachais les épluchures. Eh bien, des gros mangeurs français allaient les ramasser pour les manger. Pour Noël, il y avait quelque chose qui se passait pour Noël. On allait à la messe de minuit, c'était à minuit, mais ce jour-là, ma maman faisait des petits gâteaux dans le four. C'était exceptionnel. Il est arrivé un truc extraordinaire pour Noël, et ben, le feu a pris dans la cheminée. Parce qu'on avait fait de trop marcher la petite cuisinière. Et voilà, donc les pompiers sont venus. Alors moi j'étais terrorisée. Et puis voilà, on m'a dit il n'y aura pas de Père Noël, puisqu'il y a le feu dans la cheminée. Voilà. Comme il n'avait pas tellement l'intention de passer, donc
Voilà, un Noël comme ça. Vous avez jamais eu l'idée que votre père serait retour pour le Noël prochain? Non, parce qu'on... non. En fait, c'était tellement long qu'on n'attendait plus. Dans un mois, nous serons à Noël, encore un triste Noël à passer. Espérons que ce sera le dernier. Que vas-tu donner à Gisèle? Le meilleur Noël serait d'avoir son papa. Depuis le temps qu'on lui parle de son papa, elle va le confondre avec le Père Noël. C'est tous des êtres invisibles. Encore, elle va préférer le Père Noël. Lui, au moins, il lui apporte des jouets dans ses sabots. Il est né au mois de juin et mon mari est parti au mois de septembre. Alors, il le réclamait son père. Ah oui, oui. Oui, Je oui, disais puis à on mon lui en parlait voisin, beaucoup. à mon voisin, je disais bonjour papa, ça les vexait là à côté. Et bon, il filait droit. Hein, putain, hein. Oui, parce qu'il entendait. J'entendais papa. Il papa, entendait papa. donc son fils qu'il appelait papa. Il croyait que c'était son nom. Alors il lui disait bonjour papa. Voilà. Il était gêné. Hein, Il était Et puis après, s'ils vont chercher trop. oui, après on lui a expliqué que c'était le papa du voisin. du voisin, mais voilà. que c'était pas le sien, Ouais. que le papa il était prisonnier. Alors il disait à l'école, mon papa est prisonnier. On envoyait des colis, on se débrouillait. Des tomes, des saucissons, Beaucoup de saucissons, oui, des on envoyait des colis. Et une fois, on avait envoyé de la confiture qu'on avait fait, on a fait ramasser les confitures. Oui. Il a mangé le pot d'un coup, il a été malade. Oui. Ça l'avait fait malade. C'était tellement bon que d'habitude ils partageaient leurs colis. Mais ce jour-là, il reçoit un colis qu'on avait mis de la confiture. Ben, toute la nuit, il mangeait cuillerée par cuillerée, il a tout mangé le pot de confiture. Il était plus ennuyé le lendemain pour pas partager avec ses copains, mais ça a été plus fort que lui. La confiture qu'on avait faite, il a mangé. Et puis l'estomac avait réduit, donc ça, il a pas Oui. supporté manger. Voilà. Oh là là, il avait été content de cette confiture. Le contact, c'était donc les lettres. Et donc on savait qu'il était vivant, qu'il n'y avait pas de soucis à ce sujet. Et ben, je l'ai vécu, j'ai souvenir que ma mère a envoyé une photo de moi et d'elle. Et elle rentrait du travail. Et il fallait que je sois prête, bien habillée pour aller chez le photographe en ville, parce qu'on habitait un petit peu à l'extérieur. Et puis moi, dans mon insouciance, j'avais pas envie de m'habiller et d'aller faire une photo. Je préférais rester jouer avec les chats, le chien de ma grand-mère dans le jardin. Et ma mère a piqué une grosse colère. Je me souviens, il y avait une bassine avec un bassin où coulait l'eau et j'ai reçu la bassine d'eau sur la figure. Donc après, toute séchée et tout, je me suis changée et on est parti se faire photographier. Et cette photo... elle est partie et elle est bien arrivée chez mon père. Donc les évasions, c'était dur parce que pour s'évader, c'était prendre des risques, c'était s'exposer à une souffrance physique encore accrue. Il fallait une certaine forme, il fallait assumer les éventuelles sanctions, les dangers réels d'être tué ou de faire tuer d'autres camarades. Donc l'évasion nécessitait un courage, un goût du risque. Et il y a pensé quand même depuis en 41 déjà. Oui. Et donc il demande sur une lettre, Monsieur Gâteau doit m'écrire, je sais que sa santé est en danger, il doit être opéré. Je désire que cela se passe bien. Le plus embêtant serait la liquidation de son fonds. Donc il demande à maman de lui envoyer dans un gâteau une carte. Donc on a retrouvé plusieurs, on en a vu aussi tout à l'heure. C'est ça qui a été roulé avec des annotations. Et puis celle-ci, la toute petite. Roulé dans un gâteau. Elle a été roulée dans un gâteau, c'était pas Alors dans ça, un... c'est la carte qu'il a reçue. Oui. Et ça, c'est ce que Et ça, son c'est la papa lui a première. dessiné. Non, ça, c'était fait par vous? Non, ça a été fait par un prisonnier. oncle de l'époque qui lui a envoyé. Ah oui, d'accord. Je crois que celui-là était roulé dans un tube d'aspirine. Quand j'aurai reçu la carte de Monsieur Gâteau, je saurai les parties essentielles à étudier pour mon concours en rentrant. Alors je pense qu'il n'avait rien à faire de recevoir un gâteau, mais
Il a dû lui dit manger- qu'elle est bonne il a dû cuisinière. manger Oui. Vous le partagez. Et puis il avait besoin aussi d'une boussole. C'est l'histoire de la boussole. Alors, racontez ça. le même mois aussi, il écrit: je pense bientôt recevoir une carte de Monsieur Gâteau à Boussolaz. Je lui avais écrit il y a quelque temps. Il nous rend tellement de services. C'est toujours lui qui dirige, Monsieur Boussolaz. En plus, c'est un nom qui devient savoyard. C'était astucieux. Moi, je travaillais là, donc ce machin-là, on m'avait mis comme chauffeur de four. On faisait équipe les 3-8. Je travaillais avec tête de nuit. Et puis, il y avait un type qui était avec moi, l'Allemand qui était avec moi, il était même taille que moi. J'ai dit, oh, un beau jour, je savais où il mettait son vélo. Enfin, il y avait un hangar vélo. Son vestiaire, j'avais repéré, parce qu'il fallait. J'avais eu au camp, on avait fait des boussoles dans des boîtes d'allumettes, avec des lames de rasoir. Au moins, il y avait des spécialistes. Une boîte d'allumettes, il y avait des allumettes dessous, mais dessus, il y avait la boussole. On avait fait des boussoles. Oh, mais au camp, il y avait de tout, hein, dans les camps. Alors, j'avais une carte détaillée pour direction en Belgique. Il y avait des types qui laissaient, des passeurs, quoi. Bon, j'avais repéré le type. On devait finir à 5 heures du matin, on devait finir. J'ai dit, attends, je vais au cabinet, moi. J'ai dit, tu t'occupes de mon four. Il fallait passer 10 tonnes de charbon par four. On appelle, allez, vas-y. On avait 6 fours à entretenir. Alors, je vais au vestiaire, je prends ces bleus, parce que nous, on n'avait pas de bleu, on avait nos vestes kaki avec cagé, quoi, un grand cagé sur le dos, et puis sur les pantalons, je me suis changé, j'avais déjà préparé la musette et tout, quoi, j'avais camouflé. Un jour ou 2 jours avant, j'avais du chocolat, j'avais du sucre, j'avais des bricoles. Je fauche le vélo, et arrivé presque à Aix-la-Chapelle, 2 motards, la police de la route, m'arrête. Où c'est que vous allez? Moi, j'ai parlé en italien, moi, je suis italien, moi je ne suis pas travailleur italien. Manque de peau, j'avais oublié d'enlever ma plaque. De prisonnier? Un prisonnier. Il faisait chaud, je me rappelle. J'avais enlevé là. Il m'a dit, et ça? Vous êtes italien? On m'emmène à Durel, il passe à Tabac. Non, ils m'ont passé d'abord à Tabac la caserne. Non, vous n'êtes pas italien. Vous n'êtes pas italien. J'ai dit, si, je suis italien, je travaille à tel endroit, comme ça. Non, elle dit, et ça? Merde. La seule chose que j'avais oublié d'enlever. Bon, on me ramène au camp, 15 jours de prison. 15 jours de prison, bon, c'est bon. Je sors de prison, je reste au camp, je suis resté, je ne sais pas combien, 2 mois, 3 mois. J'ai remonté un magasin, des fruits, tout ce qui s'évadait une chose ou une autre, on a récupéré dans leurs affaires, puis on faisait des trocs, quoi. Des types qui étaient repris, qui revenaient au camp. Alors il fallait les habiller, il fallait les chausser, il fallait... Ouais, Vous disiez que il vous avait, à vous, raconté son évasion? sa tentative. Sa tentative d'évasion, avec quelques copains d'infortune où ils étaient dans leur ferme, mais qu'ils ont été repris à quelques kilomètres de la frontière française. Ça, je sais. Et pas de détails? Non, il ne donnait pas tellement des détails. Après, il passait sur autre chose. Il m'a sorti ça le jour où il y a eu une émission sur la guerre 45. Donc, voilà. Je viens d'apprendre par mon fils que mon père avait tenté de s'évader. C'est la L'instant. première fois que j'en entends parler à l'instant. Et ça n'a pas réussi. Et d'après ce que me dit Philippe, mon fils, après, ils ont été changés de camp, éloignés de celui où il avait déjà vécu pendant quelque temps. J'ai bien pardonné. Il faut, d'ailleurs, ça, ma région pardonne.
Mais oublié complètement, non, ça reste. Ça reste. On n'avait pas de l'amour, de l'affection. On avait la constance de vivre ensemble. On ne peut pas dire qu'il y avait d'amour. Il est juste arrivé à la fin, quand ils ont vu que les Russes allaient arriver, là, et que c'était... la Bonèche a dit, oui, on peut vous laver la chemise. Notre plaisir, mon plaisir à moi, dans l'écurie des vaches qui faisait bon, ils nous avaient autorisé une fois par semaine un seau d'eau tiède avec un baquet en bois. On allait à l'écurie, on étendait une machine de paille et on se débarbouillait, on se mettait à poil et on faisait notre machin. Ça, je reconnais que entre paysans, entre eux, ils se racontaient ce qu'ils faisaient. Le mien, prisonnier, il fait ci, l'autre il fait là. Alors, ils disaient quand même, il faut un minimum, quoi. Et je suis venu dans un train de cinglés aussi. Il y en a qui se sont suicidés en route. Hein. Non, non, mais c'est affreux leur cinéma. Et alors, là, je vais vous dire que je change avec les autres, parce que moi, j'ai connu la zone libre après la libération. Et j'ai vu la réoccupation par l'Allemagne, le 11 décembre 1942. Oui, parce que vous êtes libéré en 42, vous. Ouais, moi, en 41, j'étais à la maison. Donc là, je lis, c'est le télégramme que vous envoyez. Heureux, informé, rapatriement, passage Mâcon, Albert Révy, Secours National, famille prisonnier. Alors, on va au restaurant, on était trois ou quatre. On ne savait pas les prix, on ne savait rien du tout, nous. On commande un repas, on mange. On m'a payé, le type dit ça. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pensais encore à l'ancien tarif. Il m'a dit, oh, mais c'est que les temps ont changé. J'ai dit, comment les temps ont changé? Je dis, mais on n'a pas les moyens, nous, pour payer. Comment? Ben, non, on n'a pas l'argent pour vous payer. Ça faisait je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus à l'époque. Ben, il m'a dit, d'où vous sortez? Ben, je dis, on sort de l'hôpital, on est des prisonniers libres, qu'on vient d'être libérés. C'est notre première sortie. Pas trop, critiqué un peu. À la fin, elle a dit, bon, d'accord, j'ai compris, va. Vous êtes des pauvres gars. Ben, je dis, des pauvres gars, c'est pas de notre faute. Je voulais, tout a changé maintenant. Elle m'a dit, ben, qu'est-ce que vous voulez, maintenant, on est obligé de travailler, d'acheter toutes les marchandises au noir. C'est qu'on n'a pas l'argent pour vous payer. On a touché un acompte de, je ne me rappelle pas, 100 ou 150 francs à l'époque. Comment voulez-vous qu'on vous paye un repas qui coûtait, je crois, plus de 250 balles? C'était un bonhomme qui avait 55 ans, devait avoir, oui, 60. Il m'a dit, ben, écoutez les gars, je vous en fais cadeau, moi, votre dîner. Hein? Vous êtes des bons, vous avez assez souffert de la faim. Il m'a dit, bon, ben écoutez, allez, je vous paye encore la route. Il te demande si tu racontais à tes enfants, à tes petits-enfants ce que tu as vécu. Mais pas tout, non. Pas tout, pardon. Il y avait un soldat allemand qui était éventré, là, on avait des soldats blessés dans notre commando, qui étaient allés chercher de l'eau. Nous, on avait de l'eau parce qu'on était au pied d'une machine qu'on avait faite. Alors, il y a un soldat allemand qui était éventré, là. Et il y avait le baron, là. On avait faim, il voulait la tailler en morceaux. Ouais. Et le chef de commando, c'était un type, il était mon médit, c'était un type comme ça. C'était un ancien du 151e d'infanterie, Jean Ravel. Il a dit, baron, on a tenu jusqu'à aujourd'hui, on tient jusqu'à demain, on a de l'eau, nous. On peut boire de l'eau. Ah oui. Et il n'a pas voulu qu'il le... Mais l'autre voulait le désosser, il a coupé un morceau. Il y a eu du cannibalisme. Si Bonneveille l'a dit. Nous avions quelques nouvelles de la guerre par le Vacher, un anti-nazi qui écoutait la radio de Londres. Mais l'issue des combats était encore incertaine, et ce n'est qu'en février 1943, après la victoire des Soviétiques sur les Allemands de von Paulus à Stalingrad, que l'histoire changea de camp après cette première défaite d'Hitler. Nous fûmes informés par des tracts lancés par les Anglais et les Américains, avec des photos de longues files de prisonniers, mais allemands cette fois-ci. Pour les habitants du village que je connaissais, et qui n'étaient pas très près du régime, mais allemands d'abord,
ne réagirent plus de la même façon, surtout après l'annonce de 3 soldats du village tués en Russie. Et ce n'est pas la photo d'Hitler que leur apporta le maire en leur annonçant le décès qui leur remonta le moral. Parce que nous, on a connu la débâcle, mais eux, ils ont connu l'apocalypse. Et les Russes m'ont ramassé tout de suite, et je suis resté avec les Russes de 6 janvier jusqu'à... Je suis libéré au mois de juillet. Ils ont marché. Et puis il y avait un grand fleuve, que l'autre côté, c'était les Américains étaient déjà... L'autre côté du fleuve. L'autre côté du fleuve qui était en Allemagne, quoi. Oui, oui, Oui. Ouais. Je ne me rappelle plus du fleuve, c'est un grand fleuve. Ouais. Mais ils ont bien marché avant d'arriver vers ce fleuve. Oui, ils ont marché. C'était en juin, je me rappelle, il faisait chaud cette année-là, il faisait très chaud. Et on était dehors, parce qu'on avait une petite maison qui était au bout d'un chemin. Donc après, il y avait des terres, tout ça. On était assis avec ma maman. Alors il arrive le garde champêtre sur son vélo, il était un peu original. Enfin, c'était super. Ça, on aurait dit, je vous dis, le facteur de... Et donc, du jour de fête, hein. Donc là, il était tout excité, il dit, ça y est, ils arrivent, il y en arrive un ce soir. Alors ma maman pleure, bien sûr, elle dit, mais c'est qui? Alors on dit qui c'était, hein. C'était un célibataire. Il dit, mais alors, il faut tous aller à la gare, hein. On va fermer les magasins, on descend tous, c'est à 6h. 6h, le train de 6h qui arrivera. Alors venez tous, et toi, il dit à maman, elle s'appelait Joséphine, on l'appelait Fifine. Alors toi, Fifine, tu viens avec tes 2 petites, et ta petite, là, donnera le bouquet. Donc c'était moi. Alors donner le bouquet. Mais qu'est-ce que je vais faire, donner ce bouquet? Enfin bref, donc on descend. J'oublierai jamais cette foule. Il y avait tout Trèbes, donc on était combien à Trèbes? Je ne sais pas, 600, 700 habitants, je ne sais pas, mais il y avait donc, je ne sais pas, 300 personnes, oh oui. Alors donc tout le monde descendait, il y avait du monde dans ce... On se demandait où on allait, surtout la première fois. Et là, voilà, ce train qui arrive, ce soldat, un beau garçon. Donc il venait de la ligne de l'Est, et oui, c'est ça, oui. Et donc après, il filait plus loin le train, hein, il s'arrêtait. Voilà, c'est ça. Il y a encore des prisonniers qui débarquaient. Voilà. Donc celui-là, on l'attendait, mais je crois qu'il y avait peut-être le maire qui l'attendait, sa famille, et moi avec mon bouquet. Et ça, on a fait ça. Des fois, il y avait un battement d'1 jour, mais c'était rare. Ils arrivaient vite après, hein. Oui. Des fois 2. Ils arrivaient de Lyon, vous étiez rassemblés voilà. Pour dispatcher. Voilà. Des fois 2. On en a eu qu'on n'a pas eu, enfin qui n'ont pas voulu qu'on les attende, qui devaient arriver après. Il y a quelques-uns qu'on n'a pas accueillis. C'est eux qui ne voulaient pas. C'est ça. Ou on allait les chercher en voiture. Alors l'arrivée de votre père, c'est un peu spécial. Ah oui. Alors là, donc nous, pour le voir avant les autres, pour pas qu'il y ait toute cette foule à Trèbes, on est allé à Crimieux le chercher. Donc quelqu'un nous a emmenés, où on a pris un train. J'étais avec ma tante et mon oncle, voilà, ma maman et ma soeur. Donc on est allé arriver à Crimieux, on a attendu que le train arrive. Le train s'est arrêté, c'est là qu'on est monté. C'est là qu'on a couru sur le quai. Il y a un dimanche. Ah oui, tout. Oui. Et là, mon papa est descendu. Enfin oui, je pensais que c'était mon papa, je ne l'ai pas reconnu. Sur le quai, puis là on a couru, et on est monté dans le train. Alors bon, il avait beau m'embrasser, beau me mettre sur ses genoux. Non, moi je ne connaissais absolument pas cet étranger. Hein. Oh, il y a eu des cas, vous savez, c'est surtout les enfants qu'il y a eu des cas très très durs. Hein. Des enfants qui n'aimaient pas ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'il vient me faire, ce monsieur, à la maison? Hein, on était bien avec maman, les tout petits, hein. Ceux qui avaient déjà 7-8 ans, ils disaient, oh, il n'était jamais là quand j'avais besoin pour les devoirs et tout ça, etc. J'avais besoin de mon papa, il n'était jamais là parce que la maman travaillait. Et puis, vous savez, on leur donnait, enfin pas moi, mais enfin ces personnes, elle leur mettait la clé au cou. Puis il disait, à telle heure, quand tu sors de l'école, tu entres, tu fermes la porte, tu ouvres à personne. Et l'enfant entrait chez lui tout seul. Hein? La maman n'était pas là. Et jusque le soir, au retour, vous savez, et tous ces enfants-là, qu'ils ont vécu pendant la captivité de leur père, quand on le rencontre aujourd'hui, c'est des grands-parents déjà, hein, mariés, tout ça, eh bien, ils ressentent toujours cette manquance du père. Ils disent toujours, mon père n'était pas là quand j'étais petit, mon père était prisonnier quand j'étais petit. Vous voyez, on sent que la présence de papa leur a manqué vraiment. Hein. La poste se trouvait à l'Est, et donc à l'époque, c'était un monsieur qui allait distribuer les télégrammes. Et quand il y avait des choses urgentes, ce monsieur était handicapé, quand il y avait des choses urgentes, c'était la postière elle-même, Madame Papillon,
qui portait les télégrammes donc, aux familles. Parce que, donc, Eh mais ça remonte tout, là. Vous voulez qu'on arrête? ça va aller. En fait, elle connaissait toutes les familles. Et elle savait ces familles dans l'angoisse, ils n'avaient plus de nouvelles. Donc elle disait, il n'y a plus une minute à attendre. Elle partait avec son vélo. Et moi, je la revois toujours. Elle descend des laisses avec son télégramme. Suzy, votre papa est revenu. Votre papa, on a des nouvelles de votre papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je la revois toujours. On était tous à la gare, là, bien à la descente du train. Alors, moi, je vois bien sortir un militaire, mais on ne s'est pas reconnu. Oui, et puis, je ne sais pas, il m'a regardé, moi aussi, on ne sait rien dire, on ne s'est pas bien reconnu, vous voyez, dites. Il passe devant l'entrée où il y avait le tonton, enfin, qu'il y avait toute la famille, là. Ils étaient au moins 4 ou 5. La même chose. Le papa passe comme ça. Il l'a regardé. Il ne s'est pas reconnu non plus. Oui, c'était son beau-frère. C'était son beau-frère. Alors, il descend les escaliers de la gare. Et puis, il y a celle qui était bouchère en face du Chavrier, là. Je ne me rappelle pas de son nom. Bouchère en face Il lui a dit, mais est-ce que tu as vu ta femme? Non. Mais elle est là-haut. Oh bah alors, dites-on, s'était pas reconnu. Alors il revient vite, puis là, il nous a tous vus ensemble, tonton Gabi, la tata, tout. Ouais. On était tous ensemble qu'on parlait, qu'on l'a pas vu, quoi. Ouais, on l'a pas vu passer, on l'a pas reconnu, et lui non plus. Et il est arrivé, il avait une capote, mais il était sale. Pas rasé, rien, pas rasé, il était sale. Moi, j'avais peur. Parce que vous étiez aussi à l'accueil. Oui. Oui. J'avais peur. C'est ça mon papa, c'est celui-là mon papa. Ah oui, il lui disait tout à oh, mais c'est un militaire, mon papa. C'est un militaire. Il était déçu, je sais pas comment qu'il était. Une capote, là, en capote, pas rasé, plusieurs jours, sale, tout. J'en avais peur. Je n'osais pas trop m'approcher. Non, mais au bout d'un moment, quand même, il a fait Mimi, il a fait la bise. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Ah, ben je t'ai apporté mon ballon de foot. Qui est dans le camp. Le ballon de foot en vrai pot, en quand même, il cuir. Avait quelque chose. Ouais. Qu'il avait dans le camp. Qui jouait au foot dans le camp. Oui, il était dégonflé, quoi. Ouais, il avait bien rangé comme il faut. Mais vous n'étiez pas trop déçus, alors? Ouais. Et donc, tout de suite, vous avez, enfin, après quelques moments, vous avez accepté que c'était lui et que, oui, après, tout de suite des bonnes relations. Oui. Au bord! Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son
barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton maréchal. Quand un soldat revient de guérilla, dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu. À la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas qu'à danser. Les hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.